On dit que les mariages sont une affaire de famille, d'amour et d'appartenance. Au mariage de ma fille, je me suis retrouvée assise dehors, près des poubelles. Personne ne l'a remarqué, personne ne s'en est soucié. Alors, j'ai ramassé le cadeau que j'avais apporté, je l'ai glissé sous mon bras et je suis partie. Quelques minutes plus tard, j'ai passé un seul appel et son jour parfait a commencé à s'effondrer. Vous devez entendre ce qui s'est passé ensuite. Avant de continuer, dites-moi d'où vous nous écoutez. Avant les rires, l'humiliation, l'appel qui a tout changé. Ma vie n'a jamais été grandiose, mais elle était pleine de sens. Je m'appelle Claire Dubois, ou Madame Claire pour tous ceux qui me connaissent, et j'enseigne la lecture, l'écriture et la confiance en soi aux enfants de CE2 depuis 35 ans. Après avoir perdu mon mari, Jacques, dans un accident d'usine alors que Sophie avait 7 ans, j'ai appris que l'amour signifiait sacrifice. Jacques inspectait une chaudière défectueuse lorsqu'elle a explosé. On m'a rapporté son casque et son alliance dans une enveloppe en papier craft. Je me souviens avoir fixé cette enveloppe pendant des heures, incapable de l'ouvrir, car cela aurait rendu la réalité tangible. Mais Sophie avait besoin de dîner. Sophie avait besoin de son histoire du soir. Sophie avait besoin d'une mère capable de garder son calme. Alors, je l'ai fait. J'ai enchaîné les écoles d'été, les cours particuliers après l'école, la planification des programmes le week-end. Chaque centime que je pouvais économiser allait sur un compte intitulé « L'avenir de Sophie ». Quand d'autres parents achetaient des voitures neuves ou partaient en vacances, je conduisais ma vieille Peugeot et je restais à la maison. Quand Sophie a eu besoin d'un appareil dentaire, j'ai annulé mon propre rendez-vous chez le dentiste. Quand elle a voulu rejoindre l'équipe de football itinérante, j'ai vendu le service à thé en argent de ma mère. Tu lui donnes trop, m'a dit un jour Élise, en me regardant coudre l'ourlet de la robe de bal de Sophie à minuit. Elle doit apprendre la valeur des choses. Mais comment expliquer à Élise que chaque point, chaque sacrifice était ma façon d'aimer Jacques à travers notre fille ? Que voir Sophie réussir, c'était comme garder une partie de lui en vie. Le matin du mariage de Sophie, j'étais dans ma petite chambre, la vapeur s'échappant du fer à repasser, alors que je lissais une dernière fois ma robe d'occasion. Le satin bleu capturait la lumière matinale, me rappelant des temps plus heureux. Dans un coin reposait le cadeau pour lequel j'avais économisé pendant 3 ans. Un collier de perles ancien ayant appartenu à la grand-mère de Jacques. Le même collier que j'avais porté à mon propre mariage, désormais restauré et ajusté pour Sophie. Mon téléphone a sonné. Merci encore pour tout, maman. Aujourd'hui va être parfait. À tout à l'heure. J'ai souri en entendant le message, même si quelque chose clochait. Elle ne m'avait pas demandé où j'allais m'asseoir. Elle n'avait pas mentionné que nous marcherions ensemble vers l'hôtel. Elle n'avait rien dit du bal mère-fille que nous avions planifié des mois auparavant. Élise m'a appelée pendant que je mettais mes boucles d'oreilles. « Comment vas-tu ?»« Ça va ?» ai-je répondu. La réponse standard que je donnais depuis 28 ans. « Claire, tu as ce ton, a-t-elle dit, celui que je connais trop bien. Souviens-toi de ce qu'on a dit. N'attends pas trop aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a soupiré. Juste que la famille Lefebvre est différente et Sophie a changé depuis... « C'est toujours ma fille ?» l'ai-je interrompu. « Et c'est son mariage. Bien sûr qu'elle veut que je sois là. »« Bien sûr, » a murmuré Élise. Mais j'entendais le doute dans sa voix. « Tu as déjà fait beaucoup, plus qu'assez. » Après avoir raccroché, je me suis assise sur le lit, entourée de souvenirs. Sur le mur au-dessus de ma commode, 25 ans de photos d'école. Sophie sans dents, Sophie en tenue de football, Sophie à la remise de son diplôme. À chaque photo, son sourire devenait plus poli, plus distant. J'ai pensé aux frais du mariage, calculant mentalement ce que j'avais contribué. La compte pour le lieu quand il manquait d'argent, la moitié de la facture du traiteur quand les prix ont grimpé, l'avance pour le photographe, l'avance pour le fleuriste. Tout cela en silence, sans faire d'histoire, car c'est ce que font les mères. Jacques aurait été fier, me suis-je dit. Il disait toujours que la famille est passée avant tout. Le trajet jusqu'au domaine viticole a duré 40 minutes. En arrivant sur le parking, j'ai vu la transformation que l'argent pouvait acheter. Des tentes blanches ondulaient dans la brise. Des lustres en cristal pendaient des poutres en bois. Des serveurs en uniformes impeccables portaient des plateaux d'argent. Tout scintillait d'une perfection qui rendait mes modestes contributions presque ridicules. J'ai serré mon cadeau plus fort et lissé ma robe en approchant de l'entrée. Une jeune femme avec un clipboard m'a arrêtée. « Non, Claire Dubois, mère de la mariée. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés avant qu'elle ne se reprenne. « Ah oui, laissez-moi vérifier. » Elle a feuilleté les pages, fronçant les sourcils. « Voilà, vous êtes à la table 27. 27. La tente principale n'avait que 20 tables. J'avais vu le plan de table moi-même. Oui, c'est juste à l'extérieur de la tente principale. Un endroit charmant,
vraiment très intime. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai gardé un sourire figé. Je vois, merci. En parcourant le lieu, les visages familiers détournaient le regard. Les amis d'université de Sophie, que j'avais nourris d'innombrables fois pendant les vacances. Les parents de Marc, si aimables lors du dîner de fiançailles. Le coordinateur du mariage, Julien, qui avait encaissé mes chèques la semaine précédente. La tente principale était une œuvre d'art en blanc et or, mais il n'y avait pas de table 27, pas de chaise à mon nom, pas de place pour la femme qui avait rendu ce jour possible. Je l'ai finalement trouvée. Une petite table pliante installée à l'extérieur de la tente, entre l'entrée de service et une rangée de poubelles. La carte avec mon nom trônait seule sur la nappe blanche, écrite dans une calligraphie élégante mais cruelle dans son isolement. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. 28 ans de sacrifice, et voilà ma place cachée comme une honte. À travers l'ouverture de la tente, je les ai vus. Sophie, radieuse dans la robe que j'avais aidé à choisir. Marc, élégant dans son smoking. Isabelle Lefebvre, charmant ses amis de la haute société. Ils évoluaient dans leur monde parfait, un monde où il n'y avait apparemment pas de place pour une enseignante retraitée aux mains calleuses et à la robe d'occasion. Sophie m'a regardée une fois. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde avant qu'elle ne se tourne vers sa nouvelle famille, riant à quelque chose qu'Isabelle avait dit. Pas un signe, pas un sourire, pas un geste pour la femme qui avait tout donné pour rendre ce moment possible. Je suis restée là, le cadeau à la main, tandis que la vérité s'abattait sur moi comme un linceul. On ne m'avait pas simplement oubliée, on m'avait délibérément effacée. Les mots d'Élise résonnaient dans ma tête. « N'attends pas trop ». Mais j'avais attendu quelque chose. La dignité de base, une place au mariage de ma fille unique. La reconnaissance que je comptais, même un peu. La musique a commencé dans la tente. Les verres tintaient, les rires montaient et descendaient comme des vagues. Et moi, je restais dehors, invisible, inutile. Quelque chose en moi, un dernier fil d'espoir auquel je m'étais accrochée, s'est finalement brisé. Le vent s'est levé, portant l'odeur de parfums coûteux et de nourriture raffinée. Je suis restée figée, assimilant encore la réalité de mon isolement. Un serveur est passé à la hâte avec un plateau de coupes de champagne, sans même me regarder. À l'intérieur de la tente, le cristal cliquetait et le rire distinctif d'Isabelle Lefebvre tranchait l'air comme un couteau. J'ai lissé ma robe une fois de plus, une habitude nerveuse forgée par des années à m'assurer d'être présentable pour les réunions parents-professeurs. Soudain, le satin bleu m'a semblé bon marché, démodé. Autour de moi, des femmes en robe de créateur glissaient dans des nuages de soie et de tulle. Leurs bijoux capturaient la lumière. De vrais diamants, pas les zircons cubiques à mes oreilles. Madame Dubois. Une voix timide m'a fait me retourner. Julien Moreau, le coordinateur du mariage, se tenait là, l'air mal à l'aise. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient légèrement en désordre, et de la sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur de l'air printanier. Claire, ai-je corrigé avec un sourire. Le lieu est magnifique. Vous avez fait un travail formidable. Il s'est dandiné d'un pied sur l'autre, évitant mon regard. À propos de l'arrangement des places, je veux que vous sachiez que ce n'était pas mon idée. Oh! Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, distante et creuse. Le plan initial vous plaçait à la table 2, avec la famille. Il a jeté un coup d'œil vers la tante, puis vers moi. Mais Madame Lefebvre a fait des changements de dernière minute. Elle a parlé d'optimisation de l'espace. Sophie a approuvé ça. Le silence de Julien était une réponse suffisante. Il semblait sincèrement désolé. J'ai essayé de suggérer des alternatives, mais... Ça va, Julien. Je lui ai tapoté le bras, retombant dans mon rôle d'enseignante qui console les autres, même quand j'étais celle qui souffrait. Vous faites juste votre travail. Il a hoché la tête, reconnaissant, et s'est empressé de partir, probablement soulagé d'échapper à cette situation gênante. Je suis restée seule à nouveau, les sons de la célébration me narguant depuis l'intérieur de la tente. Un éclat de rire a attiré mon attention. À travers la toile, je pouvais voir Sophie poser pour les photos avec la famille de Marc. Isabelle l'entourait par la taille, la positionnant parfaitement. Le photographe, pour lequel j'avais payé un acompte, s'affairait, capturant le portrait familial parfait où je n'apparaissais pas. J'ai envisagé d'entrer, de faire une scène, d'exiger la place qui me revenait. Mais 28 ans à faire passer Sophie en premier m'avaient trop bien appris. Je ne pouvais pas gâcher son jour, même si elle avait déjà gâché le mien. Au lieu de cela, je me suis assise à ma table solitaire. La chaise vacillait sur le sol inégal. De cet angle, j'avais une vue dégagée sur l'entrée de service où le personnel de cuisine allait et venait précipitamment. L'odeur des poubelles flottait à chaque changement de vent.
Maman. J'ai levé les yeux et vu Sophie à quelques mètres. Elle ressemblait à une princesse dans sa robe, celle que j'avais aidée à choisir, bien qu'elle ait dit à la vendeuse que c'était une suggestion d'Isabelle. Son expression mêlait culpabilité, pitié et impatience. « Ma chérie », ai-je dit en me levant, « tu es magnifique, merci. » Elle a regardé autour d'elle, notant mon environnement isolé. « Écoute, pour les places, ça va. J'ai menti, ne voulant pas entendre l'excuse qu'elle avait préparée. C'est juste que... » Isabelle s'inquiétait pour les photos avec ses amis de la haute société ici. Elle s'est tue, faisant tourner sa bague de fiançailles. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, comme si mon humiliation avait une date d'expiration. Bien sûr, me suis-je entendu dire, ce qui te rend heureuse. Le soulagement a inondé son visage. Je savais que tu comprendrais. Tu es la meilleure, maman. Elle s'est penchée pour un câlin rapide et maladroit, veillant à ne pas froisser sa robe. Je dois y retourner. Le photographe veut d'autres photos de famille. Photos de famille. L'ironie ne m'a pas échappé. Je l'ai regardée retourner à la tante, vers sa nouvelle famille, vers la vie qu'elle avait choisie. Une vie qui n'avait apparemment pas de place pour la femme qui avait tout sacrifié pour elle. La réception a commencé pour de bon. L'orchestre jouait, les invités dansaient et la célébration continuait sans moi. De temps en temps, quelqu'un sortait de la tente pour fumer ou passer un coup de fil. Il me voyait assise là et détournait rapidement le regard. Je reconnaissais beaucoup d'entre eux, voisins, amis d'enfance de Sophie, des gens que je connaissais depuis des années. Aucun ne s'est arrêté pour parler. Finalement, un serveur a pensé à m'apporter une assiette de nourriture, du poulet tiède et une salade flétrie. Le champagne était éventé. J'ai mangé mécaniquement, sans rien goûter. Mon téléphone a vibré avec un message d'Élise. « Comment ça va ? Envoie des photos. » Je n'ai pas osé répondre. Que pouvais-je dire ? Que j'étais assise seule près des poubelles, mangeant des restes pendant que ma fille faisait comme si je n'existais pas. Les discours ont commencé. Je pouvais les entendre à travers les parois de la tente. Le père de Marc a parlé des valeurs familiales. Isabelle a évoqué le fait d'avoir une fille. Les amis ont partagé des anecdotes amusantes sur le couple. Personne n'a mentionné la mère de la mariée. Personne n'a reconnu la femme qui avait cumulé 2 emplois pour que Sophie aille à l'université, qui avait passé des nuits blanches à aider avec les devoirs, qui avait vendu son propre alliance pour payer le camp de football. C'est alors que j'ai remarqué le cadeau sur mes genoux, le collier de perles qui avait appartenu à la famille de Jacques pendant des générations, celui que j'avais porté à mon propre mariage, quand Jacques l'avait attaché autour de mon cou et murmurait « Maintenant, tu es une Dubois ». Je l'avais fait nettoyer et ajuster, dépensant de l'argent que je n'avais pas, parce que je voulais que Sophie ait quelque chose de significatif, qui la relie à son père, à notre histoire. En le regardant maintenant, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve. Sophie ne voulait pas de lien avec son passé. Elle voulait l'effacer, prétendre qu'elle était née toute formée dans le monde des clubs de campagne et des portefeuilles d'actions de marque. La piste de danse s'est ouverte. À travers l'entrée de la tente, j'apercevais des tourbillons de robes et de smoking. La danse père-fille, dont j'étais exclue, la danse mère-fils, qui soulignait mon absence. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. Ce n'était pas seulement une question de placement. C'était la décision de Sophie de réécrire son histoire, d'effacer les parties qui ne cadraient pas avec sa nouvelle narration, et j'étais la partie la plus importante à effacer. Je me suis levée lentement, les jambes raides d'être restée assise. Le cadeau pesait lourd dans mes mains. À l'intérieur de la tente, la fête continuait, inconsciente du drame qui se jouait dans l'ombre. Je devais prendre une décision. Je pouvais rester ici, acceptant les miettes d'attention que Sophie me lancerait, ou je pouvais enfin reconnaître ce que ce jour avait rendu douloureusement clair. Je n'étais plus la bienvenue dans la vie de ma fille. Mes doigts se sont resserrés autour de la boîte du cadeau. À l'intérieur de cette tente, il y avait des milliers d'euros de mes économies transformées en fleurs, nourriture et musique. Mes sacrifices avaient construit ce jour parfait, même si personne ne le reconnaîtrait jamais. Pour la première fois en 28 ans, j'ai envisagé de me mettre en premier. Mes mains tremblaient lorsque j'ai reposé la boîte sur la table branlante. 28 ans à faire passer Sophie avant tout. Et pourquoi ? Pour être cachée comme un secret honteux. La musique à l'intérieur de la tente a retenti, une ballade romantique que je ne reconnaissais pas, et j'ai pris ma décision. Pas de drame, pas de confrontation, juste une sortie discrète d'une vie qui n'avait plus de place pour moi. J'ai ramassé le cadeau, glissé mon sac sous mon bras et me suis éloignée de la table qui sentait les ordures. Mes talons, achetés en solde pour l'occasion, crissaient sur le chemin de gravier menant au parking. Chaque pas était comme me délester d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Un serveur fumant près de l'entrée de service m'a vu partir. Julien,
courant entre la tente et la cuisine, s'est arrêté net, les yeux écarquillés en réalisant ce qui se passait. J'ai continué à marcher. Ma vieille Peugeot était seule dans le coin le plus éloigné du parking, séparée des Mercedes et des BMW, tout comme j'avais été séparée de la célébration. En me glissant sur le siège conducteur, mon téléphone a vibré. Élise, encore. Claire, tout va bien ? Cette fois, j'ai répondu « Je rentre à la maison ». Sa réponse a été immédiate. Que s'est-il passé ? Je t'expliquerai en arrivant. Le trajet du retour était surréaliste. Le paysage printanier défilait, flou, magnifique et indifférent à mon humiliation. J'ai pensé à Jacques, me demandant ce qu'il dirait des choix de notre fille. Il avait toujours été optimiste, voyant le meilleur chez les gens, même quand ils ne le méritaient pas. Élise m'attendait sur le perron quand je suis arrivée. Elle a vu mon visage et m'a ouvert les bras. Je me suis effondrée dans son étreinte et enfin, les larmes sont venues. « Raconte-moi », a-t-elle dit en me conduisant à l'intérieur. Autour d'un thé dans ma petite cuisine, je lui ai tout expliqué. La table isolée, les poubelles, les excuses faibles de Sophie, la manière dont tout le monde m'avait ignorée comme si j'étais invisible. Le visage d'Élise s'assombrissait à chaque détail. « C'est ingrate », a-t-elle murmuré. « Ne fais pas ça », l'ai-je interrompu. Elle a fait son choix. Et maintenant ? Tu vas juste l'accepter ? J'ai regardé la boîte du cadeau sur la table de la cuisine. Non, maintenant, je fais le mien. Quelque chose dans ma voix a fait se pencher Élise. Claire, à quoi penses-tu ? J'ai sorti mon téléphone et le dossier que j'avais dans mon sac, celui contenant tous les reçus et contrats du mariage. Je pense à tous les acomptes que j'ai payés, aux paiements finaux qui sont dus aujourd'hui. Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Tu ne vas pas... J'ai payé les acomptes, ai-je confirmé en parcourant les papiers, mais les paiements finaux étaient de ma responsabilité. Le traiteur, les fleurs, le bar, tous attendent mon autorisation. Claire, s'est exclamée Élise, un mélange d'étonnement et d'admiration dans la voix. J'ai d'abord trouvé le contrat du traiteur, le solde dû, 8 000 € avant 15 heures le jour du service, sinon ils avaient le droit de suspendre immédiatement leurs opérations. Mes doigts ont plané au-dessus du téléphone. Il était 14h47. « Tu vas vraiment faire ça ?» a demandé Élise. J'ai repensé au visage de Sophie quand elle m'a expliqué le placement, à la manière désinvolte dont elle avait ignoré mes sentiments, aux années de distance que j'avais ignorées, me disant qu'elle était juste occupée, concentrée sur sa carrière, en train de grandir. J'ai appelé le traiteur, élégance événement, ici Marie, Claire Dubois, à propos du mariage Lefebvre-Dubois. Oh oui, tout est satisfaisant avec le service. En fait, je dois parler du paiement final. Une pause. Le paiement dû dans 13 minutes. Oui, je crains qu'il y ait eu un changement de circonstances. Je ne pourrai pas effectuer le paiement. Le silence à l'autre bout était assourdissant. Puis, Madame Dubois, sans ce paiement, nous devrons interrompre le service immédiatement. Le contrat est clair. Je comprends, ai-je dit doucement. Je suis désolée pour le dérangement. Après avoir raccroché, j'ai regardé Élise, un de fait. Le fleuriste était le suivant. Puis le service de bar, la livraison du gâteau de mariage. Chaque appel était bref, professionnel, dévastateur. Avec chaque conversation, je démantelais le mariage parfait que j'avais aidé à créer. L'orchestre m'a rappelé Élise, pointant un autre contrat. J'ai secoué la tête. J'ai seulement payé le photographe et l'acompte pour le lieu. L'orchestre, c'était entièrement Isabelle. À 15h15, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Sophie, Julien, des numéros inconnus. J'ai tout laissé aller sur messagerie. Élise a préparé plus de thé pendant que nous attendions. Le premier message vocal était de Julien, la panique évidente dans sa voix. « Madame Dubois, nous avons un problème. Le traiteur range tout. Ils disent que le paiement a été refusé. Rappelez-moi immédiatement. » Le second était de Sophie. « Maman, où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe avec la nourriture ? Les gens ont faim et le personnel s'en va. J'ai supprimé les messages sans écouter la suite. Tu sais que ça va provoquer un chaos, a dit Élise, mais elle souriait. Je sais, j'ai pris une gorgée de thé. Ils devront se débrouiller. Peut-être que les relations d'Isabelle dans la haute société pourront aider. Nous sommes restés assises en silence, imaginant la scène au domaine. Le mariage parfait se défaisait fil par fil. Les invités confus, puis agacés, puis furieux. La façade soigneusement construite d'Isabelle se fissurait à mesure que les fournisseurs partaient les uns après les autres. Vers 16h30, une voiture a freiné dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai vu Sophie, toujours en robe de mariée, remonter l'allée en trombe, marque sur ses talons, l'air perplexe. Élise m'a serré la main. « Tu veux que je reste ?» Le carillon a retenti, suivi de coups à la porte. « Maman, ouvre, je sais que tu es là !» J'ai ouvert la porte et trouvé ma fille, le visage rouge de colère, son maquillage parfait taché de larmes. « Qu'as-tu fait ?» a-t-elle crié, me poussant à l'intérieur. « Je suis partie », ai-je dit simplement. Et j'ai arrêté de payer un mariage où je n'étais pas la bienvenue. « Pas la bienvenue ? Tu avais une place !» Près des poubelles, ai-je interrompu.
hors de l'attente, loin des photos de famille, cachées de tes nouveaux beaux-parents. Sophie a eu la décence de sembler gênée, mais seulement un instant, ce n'était pas mon idée. Isabelle pensait « Et tu as accepté, ai-je terminé. Tu as choisi l'apparence plutôt que ta propre mère. » Marc a fait un pas en avant, son costume de créateur froissé. « Madame Dubois, on peut sûrement régler ça. S'il s'agit d'argent. » « Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des années. C'est une question de respect. C'est à propos de 28 ans de sacrifice jetés à la poubelle parce que je ne correspondais pas à l'image que tu voulais projeter. Tu ruines mon mariage, a gémi Sophie. Non, ma chérie, tu l'as ruiné toi-même quand tu as décidé que j'étais une honte. Elle m'a regardée comme si elle ne m'avait jamais vue. Peut-être était-ce vrai. Peut-être n'avait-elle vu que la mère qui donnait sans arrêt, jamais la femme capable de partir. Le lieu est payé jusqu'à minuit, ai-je continué, et l'orchestre d'Isabelle devrait encore être là. Je suis sûre que la richesse et les relations de ta nouvelle famille sauveront quelque chose. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, a murmuré Sophie. J'ai ramassé la boîte du cadeau sur la table et la lui ai tendue. J'allais te donner ça, les perles de ton arrière-grand-mère, celles que j'ai portées à mon mariage. Mais je réalise maintenant que tu ne veux pas de lien avec ton passé. Tu veux l'effacer. Elle n'a pas pris la boîte. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Marc. Allons-y, on doit réparer ce désastre. Alors qu'il sortait, Sophie s'est arrêtée à la porte. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je sais, ai-je répondu, mais j'espère qu'un jour tu comprendras. La porte s'est refermée derrière eux. Par la fenêtre, j'ai vu leur voiture s'éloigner à toute vitesse, retournant au chaos que j'avais créé. Élise m'a passé un bras autour des épaules. Comment te sens-tu ? J'ai réfléchi à la question. L'enseignante en moi voulait se sentir coupable de la leçon que je venais de donner. La mère en moi souffrait de la relation que j'avais perdue. Mais la femme en moi, celle qui avait été invisible trop longtemps, ressentait quelque chose de totalement différent. Libre, ai-je dit. Enfin, je me sens libre. Nous sommes passés au salon et Élise a servi quelque chose de plus fort que du thé. À mesure que la nuit tombait, mon téléphone continuait de vibrer avec des appels et messages que j'ignorais. Chaque notification était un fil de plus dans le réseau de dépendance que j'avais tissé autour de moi et qui se rompait enfin. Demain, j'affronterai les conséquences. Demain, je découvrirai comment construire une vie qui ne tournait pas autour des besoins de quelqu'un d'autre. Mais ce soir, je m'assiérai avec ma meilleure amie et pleurerai la fille que j'avais perdue bien avant ce mariage. La boîte du cadeau reposait sur la table basse, intacte. À l'intérieur, les perles attendaient une mariée qui les chérirait, qui voudrait l'histoire et l'amour qu'elle représentait. Cette mariée n'était pas Sophie. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Alors qu'Élise et moi parlions jusqu'à tard dans la nuit, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas seulement quitté un mariage, j'avais quitté une identité qui ne me convenait plus. Pour la première fois en décennies, j'étais Claire, pas la mère de Sophie, ni la veuve de Jacques, mais simplement moi-même. Et ça, ai-je décidé, était un cadeau suffisant.